Oi, vous connaissez le robot géant, un genre endémique à l'animation japonaise qui n'a jamais pu pénétrer les cases horaires occidentales, en dehors de rares exceptions qui resteront hors normes. Pourtant, le domaine de l'Amérique a bien tenté de se réapproprier le genre, mais les résultats ne seront qu'échecs commerciaux et oublis éventuels si l'on met de côté l'exception Transformers. Les Amériques étaient en effet bien plus intéressés par leurs grosses voitures que par les robots humanoïdes. Dans ces productions, l'on trouve bien quelques travaux qui acquièrent un statut culte au fil des années. Mais pour celui-ci, il a fallu que ce soit une série parodique, arrivée à une époque particulière où l'animation japonaise devenait populaire dans le large public américain, dans les années 2000. Megas XLR, une courte série qui tente de s'approprier cette mode. Bien qu'elle soit difficile à trouver, XLR a bel et bien reçu un doublage francophone. Écran baveux? Oui, on est toujours vivant, a réalisé de terribles efforts pour la retrouver. Sans succès, donc c'est dommage. La série du jour se contentera ainsi d'être anglophone. Il est de bon temps qu'Écran baveux parle avec justesse et rigueur de cette rare série qui se veut le reflet déformé par la culture américaine de ce qu'est la pop culture japonaise. Méga, ce n'est jamais point qu'une œuvre où se superposent... Quoi? Oui, il y a des robots géants, des grosses voitures et beaucoup de bouffe et du rock, c'est quoi le problème? Megas XLR, c'est très simple. On prend en coupe un jeune adulte qui traîne dans la chambre à rien foutre, à bouffer et à réparer des voitures. Et vous lui faites tomber sur la gueule une machine de destruction mortelle qui fait 20 mètres de haut et écrase tout sur son passage. Et... voilà. Voilà! Quoi de suffisant. Rien de tel qu'un peu de mort et de destruction pour se décoincer les neurones. Bien sûr, Coupe est un gentil, et bien qu'il soit... maladroit, il aura plutôt envie de défendre la justice et l'amour et la patrie et insérez mot ici. Au contraire de son ami Jamie, qui lui est plutôt du genre libidineux, sneak et égocentrique, et qui aimerait se faire des tas de minettes avec cette jolie trouvaille. C'est là qu'intervient Kiva. Kiva vient du futur, et dans le futur, le monde a été conquis par des aliens à tête de pieuvre. Hein? Kiva avait volé aux têtes de pieuvre le Megas avant de le reconditionner. Son but était de remonter de quelques années dans le passé avec cette machine pour réécrire l'issue d'une bataille décisive sur les pieuvres et ainsi remporter la guerre. Pas raté. Le Megas atterrit dans le passé entre les mains de Coupe, Hein? lequel le modifie à la fois pour le remettre en état et aussi pour le faire correspondre à ses propres goûts. Ce n'est fait plus seulement un robot géant, c'est aussi un robot géant avec une voiture sur la tête. Ah bah oui, c'est américain, donc il fallait forcément qu'il y ait une voiture quelque part. Alors si un robot géant n'a pas l'aspect d'une grosse voiture, forcément tout le monde s'en fout. À cause de ces modifications, Kiva se retrouve incapable de piloter l'arme de destruction massive, malgré ses compétences supérieures en combat. Bon gré mal gré, elle est obligée de se reposer sur Coupe pour repousser l'invasion des têtes de pieuvre. L'invasion des têtes de pieuvre, parce qu'un de leurs escadrons l'a suivi dans le temps. Hein? Heureusement, Coupe est autant compétent pour écraser l'ennemi qu'il est... maladroit. La suite sera simple. Les aventures du jour où Coupe déclenche par accident l'ire d'un monstre extraterrestre et dont il devra régler le compte à coups de tarte métallique dans la gueule avec sa voiture robot géante. Et en principe, il n'y a pas besoin d'en dire plus. La série est en effet plus que simple, et les personnages ne sont pas d'une grande profondeur. Les scripts ne sont pas un modèle d'élaboration. Chacun a pour but de présenter une situation propice à voir Coupe foutre des tatanes tout en explosant quelques buildings innocents, mais par chance tout à fait déserts. En même temps, que faut-il de plus? Les scénarios sont simples, parfois écrits avec l'énergie du moment, quitte à pas réfléchir si l'épisode va être drôle ou un peu mal branlé. Megas XLR est simplement construit comme un défouloir cathartique. Évidemment que les scénaristes ne pouvaient pas réfléchir sur le contenu de ce qu'ils faisaient, sous peine de briser la délicate balance. Coupe est irresponsable et il se prend pas la tête, ce qui explique qu'il soit aussi... maladroit. Il pilote le Megas parce qu'il aime taper et bien se marrer à casser des trucs. Il représente à lui seul le ton de la série. Sa technique de combat
c'est le catch. Il adore le catch. Alors forcément, un type pareil, ça cause fatalement des dommages. Bien qu'il admet n'être là que pour se marrer et casser des trucs, tout au moins, il préfère se canaliser contre les gens au moins peu sympathiques. Il a un minimum de sens moral, ce qui l'empêche d'être assez strictement un méchant. I'm the good guy! Well, if they had any doubts before. Coop vient du New Jersey. Les Américains donnent à cet endroit une mauvaise réputation, ce qui explique le choix de cet état comme décor. Les gars du coin sont beaufs et cons, mais leur côté pas prise de tête les rend sympathiques. Ce sont loin d'être des mauvais bougres. L'enjeu n'est pas tellement de les sauver parce qu'au final ils s'accommodent assez bien de tout ce qui se passe autour d'eux. En fait, face au bordel créé par les menaces extraterrestres, ils trouvent ça méga cool. Cool. Voilà qui donne corps à l'ambiance décontractée de la série. Ça explose de partout, mais au fond personne n'en souffre. Un building de moins, on peut faire 100. En particulier si c'est l'organisme encadrant les automobiles. Une véritable plaie pour tout conducteur américain qui se respecte. La voiture, c'est sacré. Coop est pleinement partie de cette communauté, dont il est un représentant gras et fier de l'être. D'autre part, il est aussi un très bon mécanicien. Après tout, c'est lui qui a réparé le Mégase tout seul, et il ajoute toujours de nouveaux trucs et de nouveaux boutons pour fonctions diverses et variées. Qui ne rêverait pas d'avoir un machin pareil? Cette tendance à la destruction est un des thèmes principaux. C'est pourquoi de manière régulière, il ironise sur les dégâts causés. $30 says the blue guy wins. You on! Et Coop est fréquemment le personnage responsable de la plupart des menaces qui lui tombent dessus, même si à sa décharge, ça peut venir d'une suite d'événements complètement aléatoires et improbables. Kiva sert bien de caution compétente, ainsi que contrepoint à la vie du New Jersey dans lequel elle est impliquée, mais elle est inefficace pour empêcher Coop d'accomplir sa mission destructrice. La désinvolture de la série dans sa construction est de toute façon importante pour créer son ambiance, qui lui est au final assez unique dans le genre. Il n'existe aucune série japonaise qui ne tente ce genre de défouloir, en tout cas dans la base de données constituée jusque-là pour l'émission. On a bien un point de comparaison, l'obscur Muteki Trizenon, réalisé à peu près à la même époque, où un jeune gamin con mais amateur de stratégie improbable s'empare d'un robot géant pour bousiller des envahisseurs, eux aussi venus de l'espace. La série est délirante et se base sur un principe qu'on retrouve dans Mégase XLR, c'est-à-dire opposer des méchants sérieux à des héros très cons, ou plutôt très décalés, dont la façon de faire est si improbable qu'elle désarçonne leurs adversaires quand il s'avère que c'est extrêmement efficace. Malheureusement, Trizenon a deux défauts qui le rendent inférieur à Mégase XLR. Le premier, c'est qu'il multiplie à foison le nombre de personnages, à tel point que le protagoniste bourrin se retrouve perdu au milieu d'une masse qui sont eux beaucoup moins drôles à regarder, et dont honnêtement on s'en branle comme dans le 4000 parce que de toute façon d'ici là vous serez tous morts et votre planète est détruite et exterminée par une autre menace nucléaire. Le deuxième, c'est que Trizenon a un scénario. Et ça ne serait pas si grave s'il ne le prenait pas au sérieux, alors qu'il n'est pas tellement intéressant et qu'il passe tout à fait à côté du héros bourrin aux techniques improbables, relégué au second plan, condamnant Trizenon à s'essouffler très vite. Et le dernier problème, c'est que le seul sous-titrage qui existe est un sous-titrage anglais fait à Hong Kong, ce qui rend le visionnage dégueulasse. Mégase XLR a un scénario bien sûr, mais l'invasion alien et toutes ces conneries c'est dans le futur lointain, et Coop s'en fout comme de l'an 40, alors que Caligula était au pouvoir en ce temps-là, c'est dire. Le désintérêt de Coop, justifié par la distance temporelle qui le sépare de l'invasion alien, fait qu'on ne s'inquiète pas trop de cet événement, qui se retrouve limité à quelques épisodes clés. Il faut bien que Kiva insiste pour que Coop s'entraîne au combat pour s'en rappeler, puisqu'elle entend malgré tout accomplir sa mission. Il y a cependant un défaut commun à Trizenon et Mégase, c'est que Mégase, lui aussi, s'essouffle éventuellement. Yes. La saison 2 est un peu plus faible que la première. Il faut avouer que le concept et la méthode choisie ne pouvaient pas tenir sur la durée, et fatalement, on a vite fait le tour des situations prétextes pour des séquences dantesques de destruction. Yes. On voit les scénaristes recycler des idées déjà lancées dans la première saison, et multiplier les clins d'œil référentiels de mauvais goût, non seulement aux Transformers, mais aussi aux peu de produits animés nippons qui ont atteint le marché américain. Yes. Dans le sens où ces clins d'œil sont placardés sur des intrigues qui en substance n'ont rien à voir avec ce qu'ils prétendent moquer. C'est gratuit et loin d'être fin. Et c'est un peu la limite. La série étant conçue sans s'arrêter pour réfléchir, une partie des gags peuvent foirer. En témoigne le long passage de techno-dance moche censé parodier la séquence de transformation des Sailor Moon et qui en plus utilisait une musique horripilante et juste ennuyeuse.
De même, on peut convoquer une parodie d'Albatar le corsaire de ces dames, mais en soustrayant toute la dimension romantique pour en faire un séducteur de bas étage. Alors oui, romantique dans le sens romance, romantique dans le sens amoureux de la liberté, dans le sens... Oh et puis merde, il passe d'un rebelle à un dragueur nul et c'est tout. Ce sont juste des symboles plaqués un peu n'importe comment. Autant que le graphisme ne reflète que très maladroitement une idée de ce qu'est l'anime japonais, c'est donc que la série est un reflet assez con de l'idée qu'un américain pouvait avoir de la culture animée nippone. Au cours de ces 26 épisodes, elle prouve quand même qu'elle n'y a pas compris grand chose d'autre que les signes superficiels, que ça reste quelque chose de cool, de rigolo, mais surtout exotique. I love anime! À chaque fois que la série convoque ses références extraterritoriales, ou même intraterritoriales, il y a des chances que l'épisode devienne lourd, l'équilibre est brisé, et Megas XLR s'écroule sous le poids de sa propre idiotie. Finalement, ce n'est pas plus mal qu'elle se soit arrêtée après 26 épisodes. Si ça avait continué, la série déjà essoufflée aurait fini par s'écraser sur ses propres limites. À ce point-là, la seule solution pour tenir à flot, c'est de prendre le risque de concevoir des histoires plus élaborées. Les scénaristes ont fait un essai dans cette direction. Sentant quelque part que leur heure était venue et qu'ils seraient bientôt annulés, ils écrivent un épisode final en forme d'un diptyque au ton bien plus sérieux. Les enjeux sont plus larges et permettent une histoire plus structurée même si elle ne se départit pas de son humour, enfin pas trop, et heureusement. L'épisode ne résout pas l'intrigue générale, dont on se fout de toute façon, mais les fans le citent quand même comme un des meilleurs moments de la série. Dans les faits, ça reste une tentative déséquilibrée dans le rythme, la première partie est bien trop lente et la seconde en comparaison est bien trop rapide. Megas XLR se termine au moins sur un petit bang, atteignant quelque part son point de limite ultime avant de s'écrouler en morceaux. À défaut d'être un final narratif, c'est une sorte de final formel. Donc oui, Megas XLR n'est qu'une petite série idiote comme il y en a peu. Son ton bourrin décérébré qui assume de marier voiture, tuning, méca et rock dans une ambiance beauf autoparodique est très engageant. Mais trouve ses limites éventuelles au cours d'une saison 2 où on sent un essoufflement, peut-être aussi que l'effet de surprise était passé. Reflet de la rêvée de l'animation japonaise dans l'imaginaire grand public américain, Megas XLR ne montre qu'il ne comprend pas tout à fait ce qu'il manipule, mais il le fait avec suffisamment de déconnade pour qu'on accepte le délire. C'est con, mais ça fait du bien. Allez, il est temps de repartir maintenant. C'est quel bouton déjà? Il va falloir les détecter mieux que ça les boutons.